Chandail et Chignon, le podcast d'une médiathèque de Saint-Médard-en-Val. Aurore Mazer est tapissière, artisan d'art. Elle nous parle de son métier. Avant de l'écouter, voici une annonce de notre partenaire et sponsor. Hey, tu l'as lu ça ? Mais non, avec les enfants, les courses, le ménage, le hand et le syndic, j'ai plus le temps de lire. Moi c'est pareil, mais j'ai testé un service génial. Uber Eats, tu connais ? Ah non. Ils lisent et s'informent pour toi. Et en moins de 24 heures, ils t'envoient un résumé par SMS facile à lire. Uber Eats ? J'en suis bouche bée. Uber Eats, une société du groupe Big Startup Nation Brothers. Écoute. C'est Chandail et Chignon. Aurore Mazer est tapissière, artisan d'art. Elle nous parle de son métier. 3 choses que vous aimez et 3 choses que vous n'aimez pas. Alors 3 choses que j'aime, c'est la décoration, l'histoire, la découverte un petit peu des choses nouvelles en fait. 3 choses que j'aime pas, c'est... Il n'y a pas vraiment de choses que j'aime pas en fait. C'est une réponse qui convient tout à fait. Alors vous êtes tapissière, Oui. artisan d'art. C'est quoi un tapissier ? Dans notre métier, il y a trois règles en fait. Parce qu'on a le tapissier garnisseur, donc celui qui fait les fauteuils. Tout ce qui est réfection de sièges, chaises, fauteuils, canapés, tout ça. Ensuite, on a la couturière d'ameublement. Donc en fait, elle fait partie aussi tapissière d'ameublement. Il y a une petite nuance en fait. Tout ce qui fait le décor de fenêtres et les décors de lit. Donc les rideaux, les voilages, le dessus de lit, les traversins plissés soleil, tout ce qui est coussin. Et après, il y a le tapissier villier, celui qui fait la pose en ville, la tenture murale et la moquette tendue. Ce métier-là a un petit peu disparu. Étant donné qu'on n'a plus beaucoup de maisons avec du tissu au mur, ou alors c'est vraiment presque des châteaux ou des maisons de Grand Bordeaux bourgeois en fait. Et comment vous vous situez, vous, dans ces 3 axes ? Moi, je suis tapissier et tapissière en fait, les deux. Garniture et couture. En fait, moi j'ai appris avec mon papa très jeune. Je suis pratiquement née dans les clous, qu'on appelle. Donc du coup, voilà, c'est une on voit vraiment beaucoup de choses. Et justement, quel est votre parcours et formation pour arriver à faire ce métier ? Alors moi, j'ai fait un CAP tapissier et un bac pro. Donc avant, chacun était de 2 ans. CAP 2 ans et bac pro 2 ans. Et maintenant, en fait, ils ont tout regroupé en bac pro 3 ans. Principalement, j'ai découvert le métier avec mon papa, parce qu'au lycée professionnel, on ne voit pas tellement de choses. Ça va être plus la théorie que la pratique. Donc votre père était déjà tapissier ? Ah oui, et puis lui, il a fait beaucoup de choses dans son métier. Enfin, lui, il était décorateur scénographe au Grand Théâtre de Bordeaux, suite à aussi, parce qu'il a fait un petit peu plusieurs villes, avant l'atelier principal, parce que moi je suis la 6e génération tapissier. Au départ, l'atelier principal était à Bordeaux, au cours de la Somme. Avant de s'appeler cours de la Somme, ça s'appelait Chemin d'Aquitaine et Chemin des Pyrénées. Et après, mon père, suite à une indivision familiale, il est parti à Hendaye. Donc il a créé son propre atelier là-bas. Et là-bas, il y a eu tout un événement en 1970 avec les obsèques de De Gaulle. Un jour, il a reçu un appel dans son atelier. Et à l'époque, le téléphone n'était pas forcément dans l'atelier. Il fallait aller chez le quincailler à côté pour avoir le téléphone. Et on lui dit, écoute, Alain, t'as quelqu'un c'est important. Et puis au téléphone, c'était la présidence de la République qui lui demandait de venir instamment à Colombey. Il fallait faire tous les décors funéraires à Colombey, les 2 églises. En fait, il a été nommé décorateur funéraire, donc ça c'est unique quoi. Pour Charles de Gaulle ? Pour le général, ouais. Incroyable. J'imagine que ça donne une sorte de renommée, Alors mon père n'a pas peut-être même internationale. Alors mon père n'a pas fait trop de pub là-dessus, parce que ça peut être aussi à double tranchant. Mais ça doit se savoir dans le métier. Ça se sait, on est très connus dans la famille Mazer dans le métier. Et quelle est la particularité du statut de artisan d'art ? Alors l'artisanat d'art, en fait, c'est des métiers qui sont bien particuliers. C'est des maîtrises en fait des manuels en fait. On est listé, il y a 281 métiers qui sont listés. Faut faire principalement de la restauration ou de la création.
On a sur le site de l'IMNA, en fait, ils sont vraiment catégorisés. Par exemple, une couturière, elle n'est pas forcément métier d'art. Soit parce que si c'est des retouches principalement, elle ne peut pas être catégorisée, en fait. Qu'elle fasse de la création, c'est ça ? Ouais, c'est principalement que de la création ou vraiment de la restauration. C'est que ça en fait. Ça peut considérer les tailleurs de pierre, ça peut être aussi les ébénistes, ça peut être nous les tapissiers. Il y a des chapelières aussi. Ça consiste vraiment à beaucoup de métiers différents. Toutes les personnes qui font de la création ou de la restauration sont automatiquement artisans d'art ou il y a un processus pour y arriver ? Il y a un processus avec la chambre des métiers. Déjà, il faut avoir un diplôme. Peut-être faut regarder les délais exacts, mais il faut avoir au moins 5 ans de pratique pour avoir ce label. Il y a tout un dossier à monter, mais avec la chambre des métiers en fait. Je reviens à tout à l'heure, vous avez dit donc 6e génération, c'est ça ? Est-ce que vous avez envisagé de faire autre chose ou est-ce que ça a toujours été dans votre esprit ? Vous allez être tapissière, il n'y a rien d'autre Alors au départ, en fait, quand j'étais gamine, j'étais passionnée par les métiers, tout ce qui était vraiment les métiers d'art et aussi tout ce qui était mobilier d'art en fait. Et j'avais connu avec le cabinet, l'hôtel de vente Jean Dicazo à Bordeaux. J'avais suivi une vente aux enchères, ce qui est énorme, parce que quand on est gamin, on doit avoir 10-11 ans et puis qu'on voit vraiment ce que c'est. J'avais été passionnée pour voir ce métier de commissaire-priseur. Puis quand plus on avance dans l'âge, plus on dit avec tout le savoir qui est à apprendre, parce que c'est quand même quelque chose aussi qui est un peu sélectif. Ils sont 25 000 au départ, ils sont 3 à la fin. Donc c'est très sélectif. C'est très sélectif. Donc voilà. Donc il y avait ce métier-là, mais au fur et à mesure, en fait, nous on travaille aussi avec plusieurs métiers. Donc du coup, on les rencontre au fur et à mesure. Donc ça s'est fait naturellement. Oui. Et quels seraient vos conseils à une personne qui voudrait exercer le même métier que vous ? Alors de la patience, parce que ça c'est très important. Le contact de la clientèle aussi, avoir vraiment un esprit... avec la clientèle c'est un peu délicat, parce faut avoir l'esprit de conseil, faut s'adapter au lieu qu'il y a en fait chez eux, et puis avoir un petit peu aussi le savoir un petit peu historique en fait des meubles. Parce que c'est vrai que quand on a du style Empire ou Napoléon III, et puis que vous voyez que c'est très moderne chez le client, il faut s'adapter au niveau des couleurs, au niveau de... De toute façon, il faut toujours découvrir en fait. Et vous, quelle est s'il y en a une, quelle est votre spécialité dans ce corpus de métiers liés à la tapisserie ? Moi, je fais plus du siège, principalement. Des sièges anciens, que l'on peut aussi adapter dans nos maisons en fait, parce que maintenant les plafonds sont plus bas, les appartements sont un peu plus petits, donc évidemment il y a des meubles qui ne peuvent plus rentrer. Donc après, faut s'adapter avec les coloris d'aujourd'hui. C'est sûr qu'on n'a plus de tentures murales avec d'assoiries au mur, avec des lambrequins. C'est sûr que ça, on n'a plus aujourd'hui. Ça fait partie un peu du patrimoine qui disparaît. Voilà, nous, notre métier, en fait, l'opulence du métier était sous Napoléon III, où il y avait des draperies, il y avait des festons, il y avait tout était habillé, les coiffeuses, les meubles, tout. Même dans les toilettes, il y avait vraiment les rideaux au plafond. Même les rampes d'escalier. Voilà, exactement. Est-ce que vous faites plus du travail de réfection ou plus de la création ? Plus la réflexion. Ça fait partie plus de mon domaine en fait. La création, c'est très rare, ou alors il faut vraiment aller trouver le meuble qui correspond. Et là, dans ces cas-là, je travaille avec des ébénistes. C'est tout un ensemble. Là, par contre, après, c'est un projet qu'on fait ensemble avec le client. Donc vous travaillez avec d'autres corps de métier aussi. Oui. Ça doit être très intéressant de pouvoir on partage beaucoup de choses. Ça peut être du l'ébéniste traditionnel, donc tout ce qui va être restauration, ou l'ébéniste contemporain, qui va faire de l'agencement plus. Aussi, on peut travailler avec des canneuses aussi, qui sont principalement aussi pour faire du cannage et paillage. Là aussi, on a un besoin énorme sur Bordeaux, il n'y a plus personne qui le fait. Je lance une pierre dans l'eau. S'il y a quelqu'un qui veut être formé, il y a une place à prendre. Sur Bordeaux, il n'y a plus personne. Et est-ce que vous travaillez par exemple avec des architectes ou décorateurs d'intérieur ? Pas vraiment. L'architecture, en fait, on peut travailler avec eux, mais ça va être très délicat. En fait, il va y avoir plusieurs personnes qui vont être entre nous et le client. Donc, moi, ce que j'aime, c'est de voir avec le client les goûts,
Et puis il y a vraiment un aspect en Et fait. parce que parfois des clients justement s'en remettent au décorateur. Et... C'est jamais bon. Enfin, après, c'est mon avis. Je peux travailler avec eux, mais il y a des moments, il y a des grosses erreurs. Hein. De mon côté, j'ai appris ça beaucoup avec mon papa. Il y a des choses qu'on ne peut pas mettre quand il y a des tissus. Par exemple, on fait un décor pour un lit. C'est soit le lit est uni et les rideaux avec des motifs, ou l'inverse. Si on met tout motif, je peux vous dire que déjà la personne va s'en lasser. Mais ça, c'est au fur et à mesure du temps, on apprend en fait. On apprend avec l'œil. J'avais un très bon maître d'apprentissage qui était pour vraiment authentifier des meubles anciens, qui est toujours là, hein, qui est du côté de Hoche. Il m'a dit, Aurore, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Voilà. Et justement, vos clients, c'est qui, vous travaillez avec qui la plupart du temps ? Alors c'est principalement du particulier. Des châteaux, on peut en avoir. On peut avoir ce genre de clientèle, mais les châteaux du monument historique, c'est pas avec le petit artisan du coin qui vont faire travailler. Ils ont des ateliers principaux à Paris. Je parle principalement des Gobelins ou des ateliers nationaux. Hein. Il y a un tapissier qui est Monsieur Janin, qui est à Paris, qui fait que ça en fait, hein, de la restauration des châteaux ou des musées. Mais nous, c'est vraiment les gens du coin, du secteur. On peut aller du côté de Lacanau jusqu'à l'autre côté de la Garonne. Même il y a des gens de Belgique qui viennent chez nous. Hein. Vous êtes quand même les tapissiers de Charles de Gaulle. Ouais. Non. Et vous ne travaillez pas, par exemple, avec des hôtels ou des musées ou des collectivités territoriales, par exemple, pour un cinéma ? Il y a des normes en fait qui sont à vraiment respecter, hein, les normes pour l'incendie. Il y a des normes aussi au niveau des tissus d'ameublement, hein, qu'il faut la certification comme quoi ça n'a pas brûlé. Mais tout ça en fait, même les mousses, la garniture des mousses doit être conforme à la réglementation pour l'accueil du public. Et justement, est-ce que c'est pas une partie de votre travail ? On peut le faire, mais ça fait pas. C'est pas ça que vous voulez faire. En fait. Voilà, moi c'est pas ça. Moi c'est vraiment le métier restaurateur. Plutôt de meubles anciens, du coup. Voilà, exactement. Quand vous avez des meubles du 18e qu'il faut remettre une soierie dessus, brocatelle, voilà, c'est toujours un plaisir parce qu'en plus il y a plusieurs générations de tapissiers qui ont travaillé sur ce meuble. Puis quand on voit aussi qu'ils sont signés, c'est des choses que vous avez les poils sur le bras qui voilà, c'est génial quoi. On voit. Donc ces meubles sont signés. Ouais. Du coup ils ont un style. Oui. Comment définiriez-vous votre style ? Moi, je vais rester un petit peu sur le traditionnel. Hein. Je respecte aussi chaque style chaque style du meuble français, parce qu'il y a des meubles qui sont anglais, il y a des meubles qui sont allemands. Donc, chaque aussi époque a chaque fois qu'il y a un président qui rentre actuellement, on le fait pas. Mais quand il y avait un roi, je parle par exemple Louis XIV, ou quand on va chercher des meubles Louis XV, on le voit de suite en fait. Si c'est pas du même style, la garniture, même sous Napoléon III, il y a les premiers ressorts qui se sont apparus. Mais ça, ce sont les styles des meubles eux-mêmes. Oui. Mais est-ce que les artisans n'ont pas un style ? Par exemple, est-ce qu'on peut reconnaître, ah oui, ça c'est machin qui l'a fait, ou ça c'est... C'est principalement aussi du goût du client. Nous, en fait, on fait vraiment le sur-mesure par rapport aux clients. Moi, en fait, je vais demander aussi aux éditeurs, parce qu'on a tous les éditeurs parisiens et internationaux qui viennent nous voir chaque fois dans nos ateliers pour nous proposer des collections. On va s'adapter à la clientèle que nous, on a habituellement. Après, s'il y a quelqu'un qui veut mettre du léopard sur son fauteuil, ça peut arriver. Hein, voilà, on va s'adapter. En fait, nous, on est là pour vraiment le goût du client. Donc vous répondez à la demande. Oui. Et quelle est votre part de créativité ? À la demande du client, associer le tissu qu'il va avoir sur le meuble à l'intérieur ce qu'il a chez lui. Parce que souvent, on a tendance à mettre des coloris qui sont naturels, mais il y a des tons toniques qu'il faut pour justement mettre une petite touche de créativité aussi dans la maison. Parce que si vous voyez tous les murs qui sont blancs, marron, le carrelage beige, vous allez vite aussi un petit peu être déprimé. En fait, vous éclairez la demande, c'est-à-dire que la personne va venir vers vous pour des conseils d'abord. Ensuite, on a le devoir de conseil. Voilà, vous lui faites une proposition et dans ces propositions, après, c'est la personne qui va choisir. C'est le dernier mot, c'est le client qui choisit. Exactement.
Vous êtes considéré comme travailleur indépendant. Oui. Est-ce que du coup vous avez une sorte de routine, entre parenthèses, de journée ou semaine type? Alors, ça va être plutôt semaine type. Je vais avoir des clients qui vont m'appeler directement sur le portable pour me dire est-ce que je peux avoir un devis. Donc je vais me déplacer chez le client pour voir sur place. J'amène quelques collections de tissus pour justement éviter plusieurs déplacements, mais si ça ne lui correspond pas, il faut qu'elle vienne à l'atelier. Sur ça, on fait un devis estimatif parce que quand on a le fauteuil, quand on dégarnit, on a souvent des surprises. Au niveau du bois, la carcasse, si elle bouge, il faut aller chez l'ébéniste en premier lieu. Voilà, il faut prendre plusieurs choses aussi en considération. Est-ce que le tapissier précédent a bien travaillé? S'il a bien respecté la garniture? Là aussi, il faut tout redéfaire pour tout refaire. Hein. Vous ne pouvez pas faire vraiment de devis tant que vous n'avez pas désossé le meuble. Voilà, exactement. On fait un devis estimatif. En fait, on a une étude de prix au plus haut. Mais après, en fonction aussi de ce qu'on découvre, on peut avoir aussi des bonnes surprises. On dit, il n'y a pas tout à refaire. Ça ne nécessite pas l'intervention de l'ébéniste. Mais ça, on peut que le voir. Enfin, malheureusement, beaucoup de personnes avec les réseaux, tout ce qui est mail, souvent nous disent, est-ce que si je vous envoie une photo, est-ce que vous pouvez me dire, alors oui, je peux vous donner une petite fourchette, mais ça va être très compliqué. Vaudrait mieux me le transmettre, quoi. Chandail. Chignon, Chandail et Chignon. le podcast Le podcast. des médiathèques de Saint-Médard-en-Jalles. Ouh là là. Comme vous êtes travailleur indépendant, vous devez être multitâche. Oui. Donc, La journée, elle est Voilà. de 7h du matin jusqu'à 23h. et en fait, vous devez faire tout, la publicité. Exactement. Après, j'ai aussi un bon partenaire qui est Buzz Conseil qui essaie de voir un peu ce qui peut se passer au niveau là, je suis en train de refaire tout le site internet. Là, je peux pas. Hein. Sérieusement, on peut pas tout faire non plus. Les réseaux sociaux, c'est moi qui les gère. Donc, évidemment, c'est du temps à passer derrière. Le week-end, il y passe, en fait. Et puis, après, c'est le bouche à oreille est principalement un bon porteur, en fait. On a créé, en fait, un gros réseau au niveau de l'un des entreprises de Saint-Médard-d'Aise. Et, en fait, aussi ça fonctionne ça. On se fait des cafés, on dit j'ai un client qui cherche un tapissier, il vient juste d'aménager, est-ce que tu serais apte à faire tel meuble? Je dis oui, il n'y a pas de souci. Voilà, Donc il existe un réseau d'artisans d'art qui s'entraident et qui se donnent les bons tuyaux. Quelle est la part d'acceptation parmi tous les devis que vous produisez? En fait, nous, quand on fait un devis, on explique au client toutes les étapes, pas toutes les étapes, mais la démarche en fait que l'on a derrière. C'est sûr que si vous faites 6 devis, ça peut aller du simple au triple, hein, mais dans l'entreprise, on a vraiment le point d'honneur de dire écoutez, voilà, votre meuble, ça va durer pendant 40 ans. Hein. C'est pas fait pour une durée de 6 mois. Hein. J'ai des confrères, malheureusement, qui font de l'industriel. Oui, ils ne sont pas artisans d'art. Ils font une partie traditionnelle dans leur métier, mais après aussi le client, quand vous mettez un devis moderne et un devis en traditionnel crin, c'est sûr le temps n'est pas le même. En contemporain, on fait le fauteuil, on le fait en une matinée. Hein. En traditionnel, ça peut mettre 15 jours, un mois. Hein. Un mois pour un fauteuil. Tout dépend du fauteuil. Mais quand vous avez un siège avec du capitonnage et puis qu'il faut tout refaire de A à Z, j'ai un cas concret, il y a un canapé qui rentrait dans l'atelier, là, il faut tout refaire. Parce que tout est défoncé, même l'ossature bois, il faut d'abord aller chez l'ébéniste, tout refaire depuis la base. Là, structurellement, il danse dans tous les sens en fait. Hein. Donc évidemment, il y a tout un panel d'étapes qu'il faut vraiment pour que le siège reparte sur des bonnes bases et que nous, on puisse travailler dessus. Ce cas concret-là, précisément, est-ce que vous pouvez nous donner une idée de la somme que ça représente? Là, au total, avec l'ébéniste, nous, il y en a pour au moins 6 000 euros de travaux pour un canapé. Un canapé. Mais par contre, il va repartir, elle aura ce qu'elle voudra. Et le meuble, en plus, il est d'époque. Donc, évidemment, au niveau de la restauration, elle va s'y retrouver parce que si elle le revend, elle aura la valeur du canapé va être vraiment en plus, quoi. Est-ce que ça vous arrive, par exemple, de dire à un client « Ah non, mais là, c'est pas la peine parce que avec tout ce que ça va vous coûter, c'est pas rentable ». On a aussi le devoir. Mais ça, quand quelqu'un nous amène un fauteuil Ikea, hein, parce que ça c'est déjà arrivé, hein, voilà, je vous fais le devis, mais mon devoir est de vous dire « Écoutez, ça vaut pas le coup ». Mais par exemple, si on vous amène un fauteuil que vous estimez à 3 000 euros et que vous avez 6 000 euros de travail dessus, est-ce que ça vaut le coup de le réparer? Après, tout dépend ce que c'est. Sachant qu'aujourd'hui, la valeur du meuble est en train de se casser la figure, mais
C'est énorme. Hein. Ce qui se passe actuellement, nous avant on avait des commodes bordelaises qui étaient, enfin quand vous allez chez l'ébéniste, qui en a pour plus de 6 000 euros d'ébéniste, de création, et que vous vous retrouvez dans les salles des ventes une commode la même à 2 000 euros, c'est délicat. Les meubles aussi, il y a une partie aussi de émotionnel. Des clients aussi qui me disent mon grand-père était sur ce fauteuil, et ça c'est vraiment le client qui va dire un point final, qui va dire oui ou non en fait. Voilà, malgré le prix, il peut vous dire, même si ça vaut plus cher que le meuble lui-même. Il ne retrouvera jamais par contre le meuble dans le commerce ou quoi que ce soit aussi. Le meuble tel restauré, on ne retrouvera pas. Hein. C'est au bon vouloir du client en fait. Nous on a le devoir de conseil pour dire mais voilà, après ça fait une certaine somme, mais votre fauteuil dans 40 ans il sera toujours là quoi. Ça vous le garantissez? Oui, totalement. Justement, est-ce que vous avez une sorte de garantie en disant on a une charte. Nous, notre métier, en fait, c'est pas fait pour du consommable. Hein. C'est après, c'est pareil. Hein, le client, s'il veut plus le voir en violet, on peut faire juste un recouvrage. Donc, du coup, le coût est moindre aussi. D'accord. Donc, non, c'est là, structurellement, en fait, on peut tout faire. Et je reviens à votre statut d'indépendant. Quelle est la part de travail, on va dire, autre chose que le travail sur le meuble lui-même, dans la totalité de votre semaine de travail? Il y a les 2/3, c'est consacré à mon atelier, je veux dire, travail de mes mains. L'autre tiers, c'est l'administration. Et je parle de grosse administration. Vous passez bien 2 jours à faire de l'administration par semaine. Alors là, pour vous donner une idée, je suis fermée le lundi matin, c'est pas pour rien. Il faut passer la compta, tout ce qui est URSSAF, toutes les démarches aussi administratives, parce que en France, on est les plus forts de l'administration. Non, il y a des choses aussi qu'on peut, les devis, les bonnes commandes. On peut faire aussi des déplacements jusqu'à 19h à Bordeaux, parce que c'est pour se garer aussi, c'est la cata. C'est comme tout artisan, quoi. L'atelier ne se coupe pas à des horaires fixes. Hein. La comptable aussi peut dépasser le cadre. Hein. Vous avez clairement pas d'horaire. Non. Et est-ce que vous allez chercher les meubles et vous les ramenez? Oui. Donc vous faites tout de A à Z. Une fois que le devis est signé, vous vous occupez de tout. Oui. Le client, il a vraiment ses clés en main, en fait. D'accord. Je m'occupe même d'aller chez l'ébéniste. Il faut donner, par exemple, si je dois dégarnir, parce qu'avant de l'amener le fauteuil à l'ébéniste, je dois le dégarnir quand même. J'amène directement le fauteuil chez l'ébéniste. Le fauteuil est dégarni, il peut travailler dessus. Vous avez parlé tout à l'heure donc des réseaux sociaux dont vous vous occupez vous-même. Vous êtes présent sur quel type de réseau? Sur Facebook, sur Instagram. LinkedIn, je pense que dans pas longtemps, ça va se faire, mais j'ai pas de doublon encore. Et comment on fait pour vous trouver sur ces réseaux sociaux? On tape quoi? Atelier Aurore Mazère, on nous trouve de suite en fait. Est-ce qu'il existe un meuble, genre la star des meubles? Chaque meuble a vraiment sa petite... parenthèse en fait, hein. Dernièrement là on a eu un devis pour un confident. Il y avait confident indiscret, donc ça c'est sous Napoléon III, hein. Ils ont fait des meubles vraiment atypiques, c'est-à-dire que la personne, le fauteuil est en forme de S en fait. Vous voyez, la conversation se fait vraiment à côté. C'est un S vu du dessus, c'est-à-dire qu'on se tourne le dos mais on est côte à côte, voilà, donc en fait on peut se voir. Exactement, et ça c'est vraiment quelque chose qui est assez atypique. On en voit parfois dans quelques films. Ouais. Mais par contre, c'est un travail monumental. Et est-ce qu'il y a une création ou une réflexion sur laquelle vous avez travaillé et dont vous êtes particulièrement fier? Toutes les meubles des clients, en fait, on a quelque chose de créatif parce que justement, on s'adapte avec ce qui est déjà existant. Quand il n'y a que le bois, il faut créer intégralement la garniture à base de crin. Donc le crin végétal ou crin animal, le crin de cheval. Il faut entièrement tout piquer à la main. On s'imagine pas le travail qu'il y a derrière. Il y a des points main qui servent à ramener le crin et à faire vraiment la structure de la garniture. Par exemple, quand on a un fauteuil pour s'adapter au mouvement de la devanture qui est un petit peu cintré, c'est à nous à créer ce mouvement à base de ficelles pour piquer entièrement dans la garniture le crin pour amener et justement pour créer ce mouvement
un petit peu improbable parce qu'il y a des moments, on se dit ça va pas le faire là en fait, faut tout défaire. Donc en fait tous les meubles Tous les meubles en fait, il y a quelques meubles en fait qui sont atypiques, le fauteuil crapaud. Parce que là, faut pas se rater. Si jamais on se rate dans la bosse, en fait, c'est le pli du tissu qui va faire on appelle ça une ampleur. Quand le tissu justement est appliqué sur la garniture du dossier en bas, s'il y a le moindre pli, c'est fichu. Faut tout redéfaire. Pour épouser la forme du dossier, il y a vraiment un mouvement. Si on se plante au niveau de 1 cm au niveau de la bosse, faut tout défaire pour recommencer. Et tout est pareil, c'est piqué. Normalement, le fauteuil crapaud, c'est un fauteuil avec on appelle ça donc il y a une couture au milieu du dossier, au niveau des hanches en fait, comme une sorte de calerin. On appelle ça une bosse. Donc du coup, ça vous fait ça fait une bosse au niveau du dossier et après ça revient pour faire un calerin au niveau des hanches. C'est un fauteuil qui est compliqué parce que faut l'apprendre. Quand on est jeune apprenti, c'est un des fauteuils le plus embêtant, pour pas dire autre chose, pour l'apprendre. Parce que si on arrive à faire un fauteuil crapaud, on sait faire tous les fauteuils en fait dans le métier. Vous travaillez pas souvent sur ce type de fauteuil, j'imagine, il n'y en a pas beaucoup. Et ça, en fait, il y a des périodes en fait. Là, il y a eu la période des fauteuils Voltaire. Un fauteuil Voltaire, pareil, ça peut être... C'était les meubles de grand-mère, où c'était le premier fauteuil Voltaire, c'était sous Louis-Philippe. Et en fait, pareil, c'était cambré. Et pareil, maintenant, les fauteuils Voltaire, c'est vraiment droit. C'est pas du tout adapté maintenant à la morphologie. Le dossier était légèrement cambré pour justement épouser. Et ils avaient des oreilles aussi. Donc, quand vous étiez devant la télé et puis qu'il fallait écouter la télé, généralement, ça finissait sur une des oreilles pour dormir, en fait. Puisqu'on est dans une bibliothèque, est-ce que les bibliothèques sont un lieu de ressources pour vous ? Oui, quand il faut faire des travaux de recherche, en fait, quand il y a des styles bien particuliers. D'autres pays, en fait, par le Chippendale, exemple, il y a vraiment un style bien particulier où il faut bien s'adapter au niveau de l'époque. Donc, il y a des ornementations on va falloir qu'on aille chercher. Quand on a, pareil, quand on a du mobilier national, qu'il faut vraiment respecter point par point les choses on est obligé de faire des recherches. Donc du coup, oui, effectivement, on est obligé de venir piocher dans les bibliothèques des livres qui sont assez poussés et techniques. Chippendale, vous avez dit ? Chippendale, ouais. C'est quoi ? Alors, c'est pas Chippendales non plus, c'est Chippendale. Donc, mais c'est un style comme nous, par exemple, Napoléon III. Ils ont appelé comme ça, ils l'ont défini, mais les meubles sont très sombres. Souvent, il y a comme sorte de cathédrale, en fait, dans le meuble, au niveau du dossier. Mais c'est un style anglais. Nous, on a le style Napoléon III. Eux, ils ont le style Chippendale. Voilà, c'est... Et justement, au niveau de tous les pays, est-ce qu'il y a vraiment comme ça des styles qui se détachent L'Angleterre était assez inventive en fait pour tous ces... Nous en France, on a quand même aussi des styles bien particuliers, suivant les rois et tout ça. Donc on a suivi un petit peu l'époque, parce que le roi Louis XVI, c'était les cannelures avec les fleurettes, avec les dés de raccordement que nous on appelle dans le métier. Puis sous Louis XV, c'était les volutes. C'était quelque chose qui était assez souple. Art déco, vous avez des choses qui sont cubiques. Voilà. Dans tous les pays, l'art déco, par exemple, a été harmonisé dans tous les pays. Après, c'est suivant aussi le partage d'informations avec les autres pays, puisqu'on a eu aussi, quand il y a les premières découvertes justement en Égypte, Napoléon Ier a ramené des choses qu'on ne connaissait pas. Les pieds cambrés en sabre, les têtes de lion justement sur les accoudoirs. En France, on a un tel savoir qui est en train de disparaître, malheureusement. Enfin, faut le protéger. Il y a des choses qui disparaissent. Vous travaillez beaucoup sur du style anglais, justement ? Il y a des meubles à Bordeaux, rien qu'à Bordeaux, il y a des meubles qui ont été importés. Donc du coup, on peut travailler dessus. Et est-ce que vous savez si le style français est travaillé dans les autres pays autour Alors le style français, des meubles d'époque, ça je le sais par rapport à toutes les commissaires-priseurs qu'on en voit, sont très appréciés au niveau des États-Unis. Les grandes armoires bordelaises disparaissent là-bas en fait, parce qu'ils n'ont pas le bois, ils n'ont pas là-bas les bénisteries n'existent pas. Tous les bois que nous on a eu avec l'importation, là-bas ils peuvent pas en avoir. Donc du coup ils prennent des meubles d'ici pour les mettre là-bas et ils font du réemploi. C'est-à-dire qu'ils prennent des vieux meubles et puis ils en créent un avec
un seul meuble. Malheureusement, nos meubles qu'on avait de nos grands-parents, qui faisaient 2,30 m, voire plus dans les maisons, tout ça c'est en train de partir en fait. Et on a des contrefaçons aussi, ça c'est en interne, mais il y a des choses qui étaient dans des musées et qui ont été prêtées à des maîtres ébénistes ou des choses comme ça, et puis qui sont partis à l'étranger pour faire des copies. Et celles qu'on avait, il y a eu une grande affaire là au château de Versailles, il y a un meuble qui a disparu et qui est parti aux États-Unis, et celle qui était au château n'était pas la bonne. Voilà. Ils ont rendu une copie, ils ont gardé l'original. Qui a été vendue aux États-Unis. Voilà. Parce que chaque meuble qui sont d'époque, il y a un certificat d'authenticité dont il y a un expert qui doit intervenir. Mais malheureusement, l'expert était un petit peu aussi dans le... D'accord, était acheté. Voilà. Donc ça fait partie aussi des métiers très convoités aussi. Et est-ce qu'il y a un style, on va dire, asiatique ? Ça existe sous Louis XV, en fait, on a eu des apparitions de chinoiserie, ça s'appelait comme ça, où il y avait des soieries inspirées de l'Asie, où il fallait mettre, par exemple, dans les meubles, on avait aussi des paravents qui étaient habillés, il y avait des décors chinois, en fait, sur ces meubles. Pareil, les sièges étaient en soie, parce que c'était justement la route de la soie, donc on voyait vraiment tout ça. Enfin, après, dans le style asiatique, on en a, mais c'est pas énorme, en fait. Après, ça va être dans la fabrication, de l'assemblage des meubles. En France, on a Tenon Mortaise, et dans d'autres pays, c'est en W, et ça, c'est en Égypte. Donc, il y a des meubles qui sont adaptés pour là-bas, mais pas adaptés du tout ici, parce que ça risque de casser, en fait. Pour que le métier ne disparaisse pas, est-ce que vous prenez des apprentis, par exemple ? Alors moi, je ne prends pas d'apprentis. C'est envisageable. C'est envisageable, mais sur le long... Pas tout de suite. Pas tout de suite. Prendre un apprenti, c'est aussi s'engager, parce que que ce soit un apprenti ou un stagiaire, faut être derrière. Faut lui apprendre, faut lui montrer. Moi, mon papa, quand il prenait des apprentis, il allait à l'Opéra de Bordeaux et il lui montrait des décors de tout ce qu'il y avait, même au musée des arts décoratifs à Bordeaux. Mais on leur apprenait comme ça, pour qu'ils aient l'œil, en fait, pour reconnaître les sièges, les meubles de tous les styles. Mais je vous remercie. Merci à vous. Semez vos envies et cultivez votre curiosité en attendant le prochain podcast des médiathèques de Saint-Médard-en-Jalles. Abonne-toi. Chandail et chignon. Chandail et chignon. C'était pas très intéressant.